parcours de vie, présenté par Olivier Charnet. Bonjour Yannick. Salut Olivier. Alors j'ai la chance aujourd'hui d'être à la journée de l'audace à Genève et d'avoir la grande chance d'interviewer Yannick Alain. J'ai la grande chance d'être, et je suis honoré d'être interviewé par Olivier, surtout. Et une mouche qui tourne. Il y a une mouche qui tourne. Yannick, on va parler de toi et de ton parcours de vie parce que tu accompagnes des gens depuis des années en fait. Ouais. Tu as une carrière qui est fantastique. Tu es un gentil comme on dit, mais tu restes quand même un commercial, mais un gentil. Ouais, et effectivement, tu as beaucoup de recul sur la vie et beaucoup de recul aussi sur ce qui se passe chez les gens, voire chez les jeunes. Parce que j'ai pris dans la gueule. Mais donc c'est ça, ça joue. Bon, alors toi, tu commences ta vie comment? Moi, je suis né dans la campagne toulousaine. En fait, je suis né donc à Toulouse, voilà, et on a la chance d'avoir ma mère qui est cadreuse sur cet appareil-là d'ailleurs, qui est ici. Et je suis né dans la campagne toulousaine, c'est ça. Et puis j'ai été élevé dans un univers dans lequel ma grand-mère, qui était, ma mère qui est là à la Canarie, était chanteuse professionnelle. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Donc j'ai été élevé par des grands-parents qui voulaient s'occuper de moi. Quand on dit à ma mère, ma mère est très jeune, à 18 ans, et donc du coup elle a dit, mes grands-parents ils ont dit, hey chérie, t'as une carrière de chanteuse, parce que ma mère a une voix juste incroyable, tu l'as vu. Oui, je l'ai écouté. Elle a dit, profite de ta jeunesse et nous on va s'occuper du petit. Mais à cette époque-là, s'occuper du petit, ça voulait dire en fait lui donner à manger, le nourrir, et il aura tout ce qu'il faut. Et moi, il se rendait pas compte que je pouvais avoir des manques de maman, tu vois. Et donc c'était ça ce qui se passait. Et après, tout dépend c'est sur quoi tu as envie d'aller en fait en termes d'orientation. Est-ce que tu as envie d'aller plutôt vers la carrière ou bien qu'est-ce qui se passe personnellement pour moi? Ah bah de toute façon ça va être intimement lié. Toi personnellement d'abord tu grandis, donc tu fais ta scolarité où? Alors je fais ma scolarité, mais j'ai un problème, c'est que je suis vraiment très très nul à l'école. C'est pas vrai, t'es pas nul, tu serais pas là si t'étais nul à l'école. Alors je vais te dire très objectivement, les professeurs disaient de moi que j'étais une drogue, parce que j'arrivais pas. En fait, en réalité, j'ai appris aujourd'hui que j'étais TDA et dyslexique. Donc en fait, comme je suis TDA et dyslexique, les profs à l'époque ils te détectaient pas. Donc en fait, ils pensaient que tu faisais pas d'efforts. Donc comme ils pensaient, moi j'étais lent pour lire, j'étais lent pour apprendre les choses, j'étais tout le temps distrait. Il y avait toutes ces choses-là qui faisaient que j'étais dans mon monde. Et donc du coup, quand les bulletins arrivaient, les professeurs ils te disaient, t'es nul. Ils te mettaient genre des claques quand t'avais pas fait tes devoirs, chose que je ne faisais jamais. Et quand le bulletin arrivait à la maison, tu te faisais encore plus engueuler par mon grand-père qui était très autoritaire et pour dire, mais putain, pourquoi tu travailles pas, quoi, tu vois. Et toi tu dis, je sais pas, en fait, donc tu culpabilises énormément. Donc j'ai un espèce de côté, en fait, où justement, effectivement, ma manière de me valoriser intellectuellement, ça peut pas être l'école. Aujourd'hui, je sais que intellectuellement, je vaux le coup. Mais à l'époque, je savais pas. Et je n'avais pas, en fait, c'est ça. Et en plus, les profs disaient souvent, il peut mais il veut pas. Et c'est affreux. Et pourtant tu faisais des efforts. Moi j'essayais de faire ce que je pouvais quoi en fait pour être présent, mais sauf que mon esprit partait. Je dis souvent en fait mon corps était à l'école, mais mon esprit était ailleurs. Et parce que j'étais distrait. Oui. Et voilà, et donc du coup j'y pouvais rien. Et j'ai beaucoup culpabilisé de ça. Et en fait c'est pour ça que j'ai une estime de moi qui a été complexe à gérer. Parce que en fait moi je me suis dit je suis nul en fait. J'y arrive pas. Les gens me disaient mais il y a 3 phrases à mémoriser, tu peux pas mémoriser 3 phrases. Et moi ça me faisait paniquer. Je voyais les phrases et je voyais comme un écran noir en fait devant moi. Et donc du coup je pouvais pas me valoriser intellectuellement. Alors qu'est-ce qui t'a donné confiance, ou qui est-ce qui t'a donné confiance en toi, si ce n'est la vie qui t'a appris 3 trucs, mais comment ça s'est passé en fait avec le temps? C'est une bonne question parce que je sais pas vraiment répondre à cette question. Okay. Qu'est-ce qui m'a donné confiance en moi? Je crois que au fond de moi, j'ai eu l'école, tout ça, et puis au fond de moi, j'ai quand même toujours eu en fait cette espèce de croyance que je pouvais faire plus grand. Et en fait, je crois que à chaque fois que mes professeurs disaient t'es nul, à chaque fois que on me reprochait d'avoir des mauvais bulletins scolaires, à chaque fois qu'on me reprochait ça, je crois qu'au fond de moi, ça me mettait en colère en me disant tu verras, plus tard, j'y arriverai. Plus tard, j'y arriverai. Je comprends très bien le process qui va. Voilà. On a une responsabilité, enfin en tant qu'enseignant, terrible sur le moindre mot qu'on prononce pour vous. Ouais. C'est terrible, hein, j'en ai conscience. Oui, j'en pleure, tu vois. Parce que des fois, parce que je suis obligé de faire razzia, de pas y penser, justement, parce que sinon c'est trop difficile, tu calcules. Mais encore une fois, moi j'ai beaucoup de respect pour les professeurs. Parce que, encore une fois, déjà, je n'aurais pas la patience d'être un professeur d'enfant. Que ce soit de bas âge, surtout au collège, j'aurais pas, parce que les enfants n'ont pas envie, certaines périodes d'adolescence c'est hyper complexe, donc je crois que c'est une vraie vocation. Ça déjà donne. Et ensuite, je pense que tu sais la notion de tout le monde juge.
Je veux dire, les professeurs jugent les élèves, je juge le professeur, à chaque fois le professeur c'est oh lui il est nul, oh lui il est pas sympa, oh lui il est con. Franchement des fois si les professeurs entendaient ce que les élèves disent dans la cour, c'est super hardcore. Et donc du coup, on est tous en train de juger. C'est vrai que dans le monde du développement personnel, on te dit toujours non, ne juge pas. Mais vous savez quoi? Je sais pas ne pas me juger, je sais pas ne pas juger l'autre, je sais pas être imperméable au jugement de l'autre. Ce que je peux faire en sachant ça, c'est me dire ok, je suis professeur, admettons, je suis à la place d'un élève. J'ai jugé un professeur, je trouve que, mais étant un professeur, il a une vie, il a une famille, il a des enfants, il a ses soucis. Qu'est-ce qui te permet de juger ton professeur en te disant que ce mec-là est nul, ou que ce mec-là, en fait, il est pas compétent? Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Rien, tu ne le connais pas. Comme le professeur, quand on voit un élève, c'est difficile aussi, même si on a du recul, même si on essaie de se dire, en fait, oh, ben, je sais pas juger l'élève, parce que voilà, mais au bout d'un moment, on le juge. Et donc, c'est juste de faire la paix avec ce sentiment de jugement et de savoir comment est-ce que je peux revenir en arrière de ce jugement? Si je me juge moi-même, est-ce que c'est vraiment juste ce que je juge de moi là? Je vais me juger sur mon identité, alors qu'en réalité, c'est le comportement que j'ai eu à ce moment-là que je dois juger, éventuellement, qui est à peu près jugeable. Et si je juge quelqu'un d'autre, est-ce que c'est vraiment juste ce que je juge de l'autre? Est-ce que c'est son identité? Non, c'est son comportement que je juge, en réalité. Tu vois? Est-ce que, si je suis dans une logique où quelqu'un me juge, est-ce que je dois être imperméable à tout ça? Ben non, je suis touché, je suis un être humain, ça me fait de la peine qu'on me juge. Ok, maintenant, qu'est-ce que cette personne sait réellement de moi? C'est hyper important pour eux d'entendre ça. Je crois en tout cas, tu vois, c'est important. Et puis, quand on juge, on fait du mal à l'autre. On le fait du mal. On fait du mal à l'autre. Si certains, en tout cas, quand il l'apprend, quand il l'apprend pas, bon, la rigueur, ça te regarde que toi, tu vois. Non, mais c'est ça, en plus, il parle sans arrêt de parler sur, etc. Mais on fait une pause là, effectivement, élève, enfin, jeune, on va revenir à ta carrière. Oui. Mais c'est hyper important, ce principe-là du jugement, de se dire qu'on fait du mal. Mais de toute façon, on fera toujours du mal. Tu l'as dit aujourd'hui, tu peux pas être. Tu peux pas t'empêcher. Et même si des fois, tu veux faire du bien et tu fais du mal. Je veux dire, je prends un exemple très concret. Ma mère, à l'époque, était avec le papa de mon petit frère. Et donc cet homme-là, en fait, était un homme en fait qui voyait l'amour par les cadeaux. C'est quelqu'un qui il pensait que s'il fait pour l'autre, en fait, ça veut dire que il dit qu'il aime. Et il comprend pas qu'on comprenne pas qu'on l'aime pas s'il fait pas pour l'autre. Et un jour, ma mère sentait qu'elle était en train d'y échapper. Et en fait, il lui prépare une espèce de camion, tu sais, une espèce de camion scène. Tu sais, pour qu'elle puisse avoir une scène, se balader, pouvoir chanter n'importe où avec une sono de dingue. Ma mère ne lui avait rien demandé, d'accord? Elle ne lui avait rien demandé. Il a fait tout un espèce de projet parce que lui, dans son fort intérieur, il voulait lui dire je t'aime, mais il y avait une part de lui aussi qui était dans un je la retiens. Quelque part, si je fais ça, je la retiens un peu. Ma mère, pour la retenir, bon courage. Donc voilà, donc c'était compliqué. Donc du coup, lui, il lui disait ça, et après il disait genre, ah ben ouais, mais je t'ai offert ça, et regarde. Et ma mère, elle dit, non, ça te fait plus de mal qu'autre chose en fait. Hein. Ça te fait plus de mal, et ça me fait plus de mal à moi. Parce que c'est plus difficile en vrai. Donc tu vois, c'est ça. Puis, combien de fois moi j'ai blessé l'autre? Tu vois, en croyant que. Et en fait, l'important, c'est pas de blesser l'autre. Parce que blesser l'autre, quelque part, la vie et le monde fait qu'on se blesse et on s'auto-blesse tous ensemble. Les élèves se blessent entre eux. L'important c'est, et après c'est chacun son truc, c'est comment, qu'est-ce que tu vas faire avec ta blessure. Bon, c'est à toi de le gérer, mais c'est comment est-ce que tu répares cette blessure. C'est-à-dire que quand déjà ne pas avoir l'orgueil de se dire ah ben l'autre il a qu'à, ben bon, on s'en fout, mais en façon j'ai de l'orgueil, de toute façon j'ai ma fierté, je vais pas aller vers l'autre pour m'excuser. Ça c'est de l'orgueil, c'est pas de la fierté. La fierté ça te rapproche de toi, de la version la plus grande de toi. L'orgueil il t'éloigne des autres. Il te dit non, mais moi, c'est ma femme, elle m'a dit ça. Elle dit c'est quoi, je m'excuse pas parce que j'ai ma fierté. Ça, c'est de la connerie. Là, tu es en train, en fait, de blesser. Et donc, si tu as le courage de t'excuser, parce que c'est un vrai courage, eh ben, là, à ce moment-là, tu répares et c'est bien pour l'autre. Parce que l'autre, il a eu le choc, il se muscle à ça. Toi, tu t'excuses sincèrement, bah, du coup, tu pars bien. Et en éducation, c'est pareil. Combien de parents, et vos parents, des fois, ils n'ont pas suivi mes conférences, malheureusement. Donc, du coup, ils savent pas, en fait, s'excuser. Et des fois, il faut savoir lire entre les lignes, de savoir qu'est-ce qu'ils disent vraiment au travers de ce qu'ils vous disent. Et des réprimandes qu'ils vous font. Et c'est ça, et donc cette notion de réparation elle est importante. Et c'est important aussi la notion de pardon, j'en ai pas parlé tout à l'heure aussi, mais c'est comment aussi tu pardonnes aussi à quelqu'un qui n'a pas commencé, on va dire, qui n'a pas pris la conscience qu'il t'a blessé. Comment est-ce que tu peux lui pardonner à cette personne-là? Comment est-ce que tu peux pardonner à quelqu'un de qui tu penses profondément qu'il a tort? Eh ben, il faut discuter, il faut poser les choses. Parce qu'il y a que la vérité. Si on peut. Si tu peux, en fait, mais des fois tu peux pas émotionnellement. Et donc c'est important émotionnellement de te dire comment est-ce que je gère ça. L'important c'est de laisser du temps, le remède le plus relou du monde, mais le plus efficace. C'est le temps. Et puis après te dire comment est-ce que je peux réparer, comment est-ce que je peux, moi de mon côté, amener en tout cas à pardonner la personne qui m'a blessé. Parce que elle a sa vie, elle a son vécu, elle a son histoire. Et souvent en comprenant l'autre, on arrive un petit peu mieux à lui pardonner. Tu sais, moi j'étais très critique par rapport à mon grand-père. Mon grand-père était quelqu'un de très autoritaire, il a très mal parlé à ma grand-mère. À une période, à un moment où elle est partie à l'hôpital, la dernière fois qu'elle est partie à l'hôpital, il a très mal parlé à ma grand-mère. Je sais aujourd'hui
que c'est parce que cet homme-là, sa manière de gérer son émotion à ce moment-là, c'est de dire à ma grand-mère, c'est des comédies que tu fais, en fait, voilà. Il n'avait pas d'autre outil, lui, que de gueuler parce que c'était son mode de comédie. C'était très complexe. C'est ça. Ouais. Ma grand-mère est partie en pleurant, mais c'est ok, elle a aussi aimé cet homme-là pour ça. Oui. Elle a aussi aimé cet homme-là parce qu'il était solide, parce qu'il était comme ça. Donc en fait, c'était un package. Et je sais que là-haut, ils sont déjà réconciliés. Oui. Et qu'il n'y a même pas de problème, parce que ma grand-mère lui avait déjà pardonné avant même qu'il se fasse quoi que ce soit. Donc c'était ça. C'était ça, en fait. J'ai toujours cru en toi. Je t'ai jamais grondé pour les études et tout. C'est vrai, maman. J'ai dit, si tu chercheras, il se trouvera. Les autres ont fait ça pour moi. Mais on est content. Et puis moi, j'étais pas non plus à l'école très... Ils m'ont poursuivi aussi. Mais j'ai chanté. Ouais, c'est non, mais bien, on est bien dessus. On va aller vite. Donc là-dessus, tu termines ton lycée d'ailleurs, je suppose. Ouais, très vite. Ma maman a une émotion parce que je parle de mes grands-parents. Je sais. Donc tu termines ton lycée et après, parce que tu bascules sur une carrière professionnelle à un moment. Ben, en fait, déjà au lycée, je suis nul, en fait, et du coup. C'est terrible d'entendre ça parce que j'ai envie à chaque fois de te dire, mais vas-y. Non, t'es pas nul, aujourd'hui, c'est les profs 2.0, c'est moi à l'époque, ils étaient. Ouais, c'est bon, bref. Donc là-dessus, mais voilà, donc du coup, en fait, là-dessus, les profs me disent, tu dois être commercial. Donc voilà, donc commercial. Ok, donc. T'as une tchatch. Ouais. Si, quand même. J'ai une tchatch, donc du coup, ils me disent, commercial. Donc je dis, ok, il me tombe une orientation dessus. Et puis, mon beau-père, en plus, à l'époque, avait une espèce d'appétence en fait pour les commerciaux, donc je me dis ça peut peut-être fonctionner pour moi. Donc là je fais quelques études commerciales, mais je cumule le nombre record de demi-journées d'absence. Je n'y vais jamais, les profs ne me connaissent pas, ils savent pas qui je suis. Ok, donc c'est affreux. Tellement j'y vais pas parce que j'ai pas envie d'y aller, c'est pas mon format d'apprentissage. Et donc du coup je rentre vite finalement dans la notion de vie active. Et quand je dis vie active, mais je rentre vite dans la vie active avec la culpabilité de ne pas avoir fait d'études, avec la honte de ne pas avoir fait d'études, avec tout ça en fait. Donc du coup je postule qu'à des postes à la con. Et donc du coup les postes à la con, c'est les postes où on ne prend que des porte-à-porte, que les gens qui n'ont pas d'études, et donc où c'est hyper dur. Comme milieu, c'est pas très honnête, c'est pas très éthique, c'est très dur comme milieu, c'est la loi du chiffre, c'est que ça. Et moi, je suis dans un monde de gentillesse, je vis dans ce monde de gentillesse, et à côté de ça, je suis dans une culture du chiffre et du résultat, essentiellement ça. J'ai une espèce de choc de culture qui fait que je suis mauvais commercial, en tout cas pour eux, parce que j'y arrive pas. Et après, voilà. Et je tombe un jour sur un garçon, Stéphane Odos, que j'embrasse fort d'ailleurs, et qui lui me dit, il me dit, chez nous, on n'est pas des vendeurs on n'est pas des camelots. On n'est pas des vendeurs à la sauvette. Chez nous, en fait, on aide les autres à prendre des décisions intelligentes. On est là pour conseiller les gens. On est des docteurs. On est là pour aider les autres à prendre. Tu vois, on est là pour soutenir. On est vraiment là pour aider le client. Et là, ça switch parce que je me dis, wow, si je vois mon métier de commercial comme un docteur, c'est génial parce que je fais du bien à l'autre. Et je suis utile. Et là, c'est fantastique. Et là, ça explose tout. En fait, du coup, ma carrière, en fait, on va dire, commence à décoller. Et juste à ce moment-là, la vie me fauche. Et ma petite amie de l'époque a eu un gros accident de voiture qui fait qu'on m'appelle et on me dit, elle est tétraplégique. J'arrive à l'hôpital et le professeur me dit, elle est tétraplégique. Et je dis, je suis avec elle depuis 4 ans. Qu'est-ce qui nous arrive? Et je dis à ma mère, putain, pourquoi nous, quoi? Enfin, tu sais, on avait des projets, on voulait partir en Australie, on voulait faire tout ça. Enfin, tu trouveras tout ça dans mon livre. Et je me dis, putain, merde. Et je me décide de me battre avec elle. On décide de se battre. Et on se bat. On reste, on va dire, 12 ans ensemble. Donc c'est cool. Et moi, professionnellement parlant, là, je me mets, en fait, finalement, à exploser pendant que je vis cette période d'adaptation où je vis dans le handicap. On a vécu 12 ans là avec le handicap, 7 ans en tout et 12 ans avec le handicap, et donc du coup on est dans cette période là d'adaptation, voilà tout ça. Et puis moi je compense en prenant énormément de poids. Je faisais 50 kilos de plus qu'aujourd'hui, j'ai fait jusqu'à 140 kilos. Et du coup je compense avec ça, mais je suis solide. On fait une belle maison, on fait Isa a eu un petit capital parce que elle a eu cet accident là, donc du coup on arrive à faire construire une belle maison, tout ça. On arrive à voyager, à faire des choses. Et voilà, sauf que professionnellement parlant, je vois bien que le milieu du corpo, c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que je n'ai affaire qu'aux fonctions des personnes. J'ai pas affaire au cœur de l'humain comme là tu es là devant moi. J'ai affaire à la fonction. C'est tellement important. Moi, je me suis battu pendant des dernières années pour avoir du présentiel, ce qu'ils appellent présentiel, pour être avec les gens. La vidéo, à distance, c'est sympa, mais il faut voir les gens, il faut leur parler, il faut être avec eux. C'est un truc qui est viscéral, que je comprends tout à fait là-dessus. Donc là-dessus, tu l'accompagnes. En fait, je veux pas dire que je l'accompagne. On a une vie à deux, avec le handicap à côté, parce que je veux pas dire, en fait, je veux vraiment en fait remettre ça parce que je sais que c'est quelque chose qui l'a blessé beaucoup à l'époque. C'était qu'en gros, tout le monde lui dise, t'as de la chance d'avoir Yannick. Combien j'avais de la chance d'avoir cette femme avec moi.
parce qu'elle était, elle prenait en charge tout. Quand on devait partir en voyage, c'était elle qui organisait tout, avec toute la logistique et la galère que c'était. Et moi, en fait, c'était elle qui était administrative. Donc, c'était quelqu'un de moteur. Donc, on était tous les deux, on s'accompagnait mutuellement. Vraiment, et moi, j'étais présent pour elle, je lui ai amené plein de choses. Très bien. Mais elle aussi m'apportait énormément, et je crois aussi qu'on l'oublie souvent. Parce que des fois, les personnes handicapées sont reloues. Vraiment relou, difficile et tout ça. Elle, si elle était relou, c'était pas parce qu'elle était handicapée. Mais non, mais je veux dire, voilà, c'est que, je veux dire, à un moment donné, c'était quelqu'un de d'humain. C'est quelqu'un d'humain, tout simplement. Et elle était exceptionnelle, vraiment. Pendant 12 ans, tu es avec cette jeune fille. Et après, donc, ça, je suppose que l'histoire se termine entre vous deux. Ça devient trop lourd pour moi, à un moment donné. Ça devient trop lourd. Je sens que ça fait quelques mois, quelques années que je suis plus vraiment heureux dans tout ça. Je sens qu'il y a un problème dans la relation. Pas dans la relation, parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Mais en tout cas, j'arrive plus en fait à avoir la relation de couple que j'ai envie d'avoir avec elle, et petit à petit, moi, mon amour de couple il s'éteint. Pas mon amour d'elle, parce que tu sais, quand tu passes 16 ans avec quelqu'un, je crois que tu as un amour inconditionnel. C'est inconditionnel. C'est ce qui est transformé par rapport à l'amour-passion du début, mais il est là. Qui fait que voilà, quoi. Et donc, du coup, effectivement, je prends la décision de nous séparer, et ça, c'est une des plus grosses décisions de ma vie, en termes de culpabilité, en termes de honte, en termes de je suis au top. Je me sens comme une merde de l'avoir quitté, je me dis, c'est ça. Et pour autant, je sens que c'est important aussi de me choisir, et qu'en me choisissant, probablement qu'elle aurait aussi l'opportunité de se choisir elle aussi. En tout cas, voilà, moi je me le dis pas de suite ça, je me le dis après, mais c'est fou parce que j'ai appris par la suite, et j'ai vu des trucs sur elle et tout ça, comme quoi elle faisait plus de choses presque sans moi qu'avec moi en fait. Elle a fait du parapente, elle a fait des trucs de fou, alors que moi je me serais opposé. Je me dis non, t'es sûr, t'es dingue, tout ça, elle a fait des trucs de fou. Ce que tu disais, ou ce que les conférenciers disaient sur les limites qu'on se fixe aussi. Ouais, le plafond d'autorisation. Ouais, c'est ça. Moi j'aime beaucoup cette notion de plafond d'autorisation, et oui, quelque part je l'ai limité aussi. Et tu vois, je me suis rendu compte d'un truc aussi quand je l'ai quitté, c'est que j'étais dépendant à sa dépendance. Oui, je comprends tout à fait. Tu vois, c'est-à-dire que sa dépendance me rendait un peu dépendant de ça. Et quand j'étais plus là, je disais, putain, ça y est, je suis un mec normal. Je suis plus un mec qui assiste quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Et je pense que ça fait du bien vraiment à tous les deux, vous avez pris une sorte de... Moi, j'ai pris des très grosses claques, en tout cas. Ça j'imagine. Et d'ailleurs, l'histoire que nous a racontée sur ta petite amie suivante, je sais pas si on peut dire ça, j'aime pas ces termes-là, mais celle dont tu nous as parlé, effectivement, et pareil, ton cœur qui était ouvert, enfin, je dis, on l'a tous vécu, ou vous le vivrez peut-être, c'est extrêmement douloureux, mais ça, on va y revenir rapidement. Donc toi, une fois que cette situation est là, professionnellement, tu es déjà dans l'accompagnement ou le coaching? Non, après, en fait, moi, je décide, en fait, alors, j'ai envie de changer de métier, mais j'y arrive pas, je me casse la jambe, et en me cassant la jambe, pas mal. Ah, ça peut pas être clairement. Et le stop là me pousse à me poser 3 grandes questions. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Et du coup, ces 3 grandes questions aboutissent à, j'ai envie d'accompagner les gens, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'être sur Internet, j'ai envie de faire des conférences, j'ai envie d'être coach, j'ai envie d'être tout ça. Et comment ça se passe d'ailleurs le coaching? Enfin, comment tu contactes tes premiers clients? Comment tu obtiens cette légitimité? Enfin, comment tu t'accordes cette légitimité? Je sais pas, parce que moi je me sens absolument pas légitime. Donc j'essaie de trouver l'espace. En fait, j'essaie de trouver l'espace. Et en plus, je me dis que j'ai pas le temps. C'est ça aussi. J'essaie de me trouver l'espace dans lequel je me sens à peu près sécure. Et l'espace dans lequel je me sens sécure, c'est, je pense que je suis un bon commercial, un bon manager commercial, et que je peux aider les commerciaux à faire plus de chiffres. Donc je me mets pas comme coach directement, je me mets comme accompagnant de commercial. Et en fait, ça ne marche pas vraiment. En fait, parce que mes offres en fait fonctionnent pas, je me forme au marketing, celle-là marche pas vraiment. Et ce qui vient à moi, c'est des gens qui recherchent un job et qui me disent, est-ce que tu peux m'aider? Je suis cadre et je n'arrive pas à me vendre et à vendre. Et moi, c'était facile, j'avais vu tellement de CV dans ma vie, j'avais embauché tellement de commerciaux, c'était facile pour moi. Je me suis mis à coacher là-dessus et là, j'ai réadapté mon offre et j'ai explosé. J'ai explosé une première fois. Donc en fait, moi, j'ai vécu de mon activité très bien. À côté de ça, je faisais des missions de consulting pour des boîtes. Donc c'était vraiment très intéressant pour moi et c'était chouette. Sauf que je me suis rendu compte que le coaching, c'est pas mon truc et que mon truc, c'est vraiment la scène. J'avais envie de monter sur scène, mais j'avais peur de monter sur scène. C'était une des plus grandes peurs que j'avais. Et donc du coup, j'ai commencé par faire une première conférence dans une école de commerce. Non, une école d'ingénieurs. Okay. Et il y avait 7 personnes dans la salle, c'était ridicule probablement. Mais c'était chouette parce que, en fait, j'étais pas sûr de moi, j'étais intimidé parce que c'était des jeunes qui avaient 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu vois, mais qui étaient là, tu es dans un espèce de truc. Ok, si tu veux, donc ils n'étaient pas du tout intéressés au truc. Et j'ai quand même réussi à avoir des petites lumières dans leurs yeux. Donc du coup, ça c'était intéressant. C'est hyper important. Et du coup, j'ai dit ok, donc du coup c'est intéressant, du coup j'ai continué. Après j'ai créé mon propre événement, la journée de l'audace c'est un peu né comme ça aussi, en disant, et si on crée notre propre événement pour qu'on puisse déjà monter sur scène et aider les gens à avoir quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est l'audace.
Et du coup, bah, voilà, on a créé ça. Et du coup, je suis devenu organisateur d'événements. De l'organisation d'événements, après, par la suite, j'ai monté la Neuro Business School, qui est mon école aujourd'hui phare. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Neuro Business School? Parce que ceux qui nous écoutent, je suppose qu'ils savent forcément, et c'est un truc extrêmement intéressant. Oui, en fait, en fait, à l'époque, moi, je me suis dit, tiens, j'aimerais former au business, mais j'aimerais en fait qu'on mette dedans la dimension développement personnel. Très fort. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le fait que quelqu'un réussisse en business ou réussisse pas, c'était plus lié à ses propres autorisations, ses propres limites intérieures. Donc ces personnes-là, je me suis dit, bah, il faut d'abord les coacher personnellement en parallèle du coaching de business. Et donc du coup, bah, j'ai fait avancer les deux en même temps. Et en faisant avancer les deux en même temps, en fait, bah, je me disais, c'était le programme rêvé, ça n'existait pas. Donc à ce moment-là, en fait, c'est cool de créer quelque chose. Bah, c'est ça. Et donc là, c'est là que, comme j'étais syndrome de l'imposteur à mort. Oui, mais ouais, je sais, mais on y va. Oui, regarde ce que je fais. Pour chanter mon syndrome de l'imposteur, je dis qui en développement personnel, parce que moi je suis pas capable, je me sens pas capable à l'époque, je suis pas formé encore comme je suis formé aujourd'hui. J'ai fait un peu de PNL, un peu d'hypnose, tout ça et tout, mais. Alors PNL, c'est programmation neurolinguistique. Oui, voilà, c'est des outils de compréhension de l'humain, en fait, on va dire, c'est ça. Et je me forme à l'énéagramme, à PNL, tout ça et tout, mais je me sens quand même pas légitime. Et là, je tombe sur David Lefrançois, qui est un frère aujourd'hui, mais à l'époque, je connais pas vraiment. On se rencontre, et en se rencontrant, en fait, on tombe amoureux professionnellement l'un de l'autre. Lui, il est brillant, il a confiance en lui, il est coach, il fait des neurosciences. Wow. C'est tellement génial. Génial, tu vois. Ouais. Et moi, je dis, bah, écoute, toi, tu vas faire ça parce que moi, j'ai peur. Et moi, je vais venir pour apporter la partie business. Et j'ai apporté la partie business, puis ça, on a cartonné. Premier lancement, on a fait 700 000 €, c'était juste dingue. Et du coup, depuis, on surfe sur un très gros succès sur cette école. Et c'est une école qui, aujourd'hui, est assez incontournable quand on veut se former sur le web. Ah ben, clairement. Donc ça se lance. La journée d'audace, comment tu la qualifierais? Parce qu'on est là aujourd'hui à Genève, Lourdes, la journée d'audace. Pour moi, la journée d'audace, c'est une journée booster. Qui pour toute personne qui se pose des questions sur sa vie, qui estime que ça ne suffit peut-être pas encore dans sa vie et qu'elle a des choses à réaliser mais qu'elle ne les réalise pas, qu'elle n'ose pas passer à l'action, quand elle vient dans cette journée-là, mon objectif, l'objectif de l'équipe, l'objectif de tous les porteurs de projets de la journée de l'audace, comme celui de Sonia Chardonnance, c'est de dire « et si pour moi c'était possible ?» Si la personne dans la salle peut se dire « et si pour moi c'était aussi possible ?» Mais au fond, qu'est-ce que c'est que 42 jours dans une vie? Surtout qu'il semblerait qu'on n'en ait qu'une, que cette putain de vie. Et moi, le mec qui est venu avec la barque, là, j'ai eu envie en fait d'aller au salon nautique et d'acheter une barque. Une barque pour traverser l'Atlantique à la nage. Ah, enfin, à la rame. J'ai eu envie, je me suis dit, j'ai envie de me renseigner comment ça marche. Parce que le mec, il part de zéro, le mec, il a peur de l'eau, tu te dis, c'est fou. Et je me dis, c'est dingue. Ben, voilà. Il est parmi les 12 qui ont traversé. En fait, c'est une journée d'autorisation. Moi, c'est à la fin de la journée de l'audace, je te dis, putain, le truc que je ne devais pas faire, je voulais le faire. C'est quoi, j'y vais. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et bam. Et c'est ça, il faut tenter. Et le truc, c'est depuis des dizaines d'années, on nous forme du genre, déjà, pas de formation financière, parce qu'on ne sait pas gérer l'argent. Moi, j'ai toujours un peu galère. Christian Junot en parlait. 2, on se limite, enfin, l'école nous limite, enfin, on a plein de limites. Et j'ai une amie qui me l'a dit, et c'est vrai que, en plus, moi, je prends du recul sur ce que je fais, et en plus, je t'écoute, et je me rends compte qu'effectivement, c'est très compliqué de casser ces limites, parce qu'elles sont tellement. Alors, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui. Moi, je suis cassé à la dure, quoi, tu vois. Ah bah... Et c'est pour ça que l'audace, tu sais, la différence entre le courage et l'audace, ce qui m'est arrivé avec Isa, le fauteuil roulant, l'accident, tout ça, ça c'est du courage. C'est-à-dire qu'on te tombe quelque chose dessus et tu y vas. Et de mes 12 années, et de mes 41 années d'expérience de vie, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui ne savait pas à un moment donné faire preuve de courage. C'est que potentiellement, tous les gens qui nous regardent dans cette vidéo, tous les gens qui nous regardent, tous les ados qui nous regardent, potentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les gens qui nous regardent savent faire preuve de courage. Est-ce que par moment vous avez été lâche? Est-ce que vous savez quoi, moi aussi? Est-ce que par moment j'ai manqué de courage? Oui, moi aussi. Par contre, je sais faire preuve de courage et je sais ça. Donc, déjà, on est tous équipés de courage. Ça, c'est le premier point. L'audace a ça de particulier, c'est que c'est comme si on se mettait dans une situation nous-mêmes dans laquelle on doit faire preuve de courage. Et donc, si je me mets dans une situation où je dois faire preuve de courage, là, ça devient de l'audace et tu contrôles cette notion de courage et du coup, tu maîtrises ça. Et donc, du coup, tu te mets en inconfort. Mais du coup, ça te fait grandir. Et donc, la vie, elle peut soit te mettre des claques comme elle m'a mis à moi, soit si tu fais preuve d'audace, tu vas pas avoir ces claques-là, tu te les mets toi-même. Ouais. Pour moi, c'est mieux. Et petit à petit, tu grandis. Donc, t'es pas obligé d'avoir une vie de merde et une vie extrêmement remplie, en fait, de chaos comme le mien, en fait, si tu fais preuve d'audace, en fait. En réalité, tout ira bien si tu fais preuve d'audace, en fait. Voilà. C'est ça, mais il faut se lancer. Et voilà. C'est toujours, tu sais, quand t'es en haut du plongeoir, du chanter, j'y vais pas. Bon, bah, vas-y, mec. Exactement. Qu'est-ce que t'as comme projet pour l'avenir, toi? Écoute, moi, projet pour l'avenir, j'ai une chaîne
Une chaîne, voilà, une web télé qui s'appelle ABC Talk TV. Je suis très très fier de cette chaîne. On a déjà des stars qui sont venues en fait se faire interviewer pour parler de bien-être et de spiritualité, de bien-être et de développement personnel. Et évidemment, on parle un peu de spiritualité, on parle de tout ça. J'adore cette chaîne, voilà, parce que je trouve que voilà, on invite des people aussi qui à dire des choses incroyables. On a Gérard Darmon qui est venu, on va avoir Fabrice Fikini, on a voilà très probablement Patrick Gouel qui viendra. Bref, on a vraiment du lourd qui va venir et qui vient déjà sur la chaîne. Donc j'en suis très fier. C'est de booster cette chaîne évidemment. Mes projets personnels, c'est d'avoir des enfants, ça serait de créer une famille et fonder une famille, ça c'est quelque chose qui est chevillé à moi très fort, et tu l'as compris à travers ma conférence du jour. Et après de maintenir toujours la Neuro Business School, de la faire évoluer, de créer toujours plus de leaders, de créer toujours plus de personnes, d'amener de plus en plus de personnes vers l'entrepreneuriat, vers cette voie d'émancipation incroyable qu'est l'infoprenariat. L'entrepreneuriat, pardon. Je pense que quand tu regardes, à un moment tu te poses forcément, c'est obligatoire, on le fait tous, et tu regardes ce que tu as fait. Enfin, tu dois quand même être assez fier, je pense. Parce qu'à un moment, faut pas se voir hop. Je suis là ou pas? C'est qui le papa? Ok. Non, mais attends, c'est qui le papa? Les gars, c'est qui le papa? Non, mais c'est vrai, je le dis souvent à mes élèves, je les fais rire avec ça, mais c'est que oui, à un moment donné, oui, je suis fier de moi. Mais tu sais, comme tout, j'ai envie de dire gentil, voilà, souvent, j'ai tendance à minimiser. À minimiser ce que je fais de bien et à maximiser ce que je fais de mal. Donc du coup, ça c'est un truc on connaît tous. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, j'essaie de célébrer mes petites victoires aussi. C'est important. C'est pas facile tous les jours, mais j'essaie aussi de me dire, et mes grandes victoires aussi. C'est quand même incroyable. Tu sais, avoir ta maman, en fait, qui a été chanteuse toute sa vie, qui a fait des grandes scènes, la mettre sur la scène du Grand Rex et la faire chanter là où il y avait Madonna, là où il y avait Edith Piaf, là où il y avait tous ces gens-là, belle fierté. Très belle fierté, tu vois, pour moi. Là, je me rappelle, ce jour-là, je me suis dit, putain, c'est bon, c'est rien que maman, elle monte sur scène, elle chante, tu sais quoi, c'est bon, t'as réussi l'événement. Et l'événement était un grand succès, évidemment. Mais c'est ça, tu dis, le Grand Rex, c'est une salle mythique à Paris. Et je veux dire, moi, petit Yannick, Toulousain, de tout ça, putain, j'ai loué le Grand Rex pendant 3 jours d'affilée, la grande salle du Grand Rex, et j'ai fait chanter ma mère là-bas, j'ai fait venir des conférenciers, et j'ai inspiré les gens là-dedans. À un moment, on est là ou pas? Alors, et qu'est-ce que tu dirais pour conclure cette fois? C'est toi le dernier mot de la vidéo, de ta présentation de ton parcours de vie. Certes, contacté, mec. Ok, mais qu'est-ce que tu dirais pour conclure? Qu'est-ce que tu dirais donc à toi, aux autres, etc. pour conclure? C'est quand je dis, ne vous jugez pas en fait qu'à ce que vous faites. Ne vous jugez pas qu'à ce que vous faites. Jugez-vous à qui vous êtes profondément au fond de vous, à l'humain que vous êtes. Posez-vous la question de qui êtes-vous quand personne ne vous regarde? Qui êtes-vous quand il n'y a aucun enjeu? Qui êtes-vous quand... et c'est cet humain-là que j'ai envie d'aimer, que vous devriez aimer pleinement, en fait, et vous dire, putain, toi, tu mérites tout l'amour du monde. Juste ça, en fait. Essayez de décorréler ce que vous faites et d'attacher vos succès, vos échecs, à votre identité personnelle et à votre estime personnelle, parce que ça n'a rien à voir. Vous pouvez échouer toute votre vie, ça ne veut pas dire que vous êtes un loser, que vous êtes un nul dans votre identité. Ça veut juste dire que vous testez des trucs, protégez un espace personnel en vous qui doit souffrir, qui doit en fait avoir un amour inconditionnel plein et complet de vous-même. Et c'est super dur à faire, mais essayez de faire un pas vers ça. Et ne laissez pas les autres définir votre valeur à votre place. Ouais. Aussi parce que c'est dur ça. C'est dur ça. C'est clair. Bah oui. Merci beaucoup Olivier. Merci, désolé, c'était très... non mais ça va bien. C'est cool. Merci. Ok. Et si vous le suivez, je vous soupçonne d'être intelligent. Toi qui regardes ces vidéos. Ouais. Merci Olivier.